bienvenue à cette conférence organisée par la section locale Paris-Sud de la Société française de physique. Donc, avant de dire quelques mots d'introduction sur Antoine Brouès, je vais vous annoncer les prochaines conférences que nous organisons. Donc, le mercredi 7 juin, donc dans 4 semaines, je pense exactement, nous accueillons Jean-Marie Tarascon, qui va parler des batteries dans le contexte du développement durable. Ensuite, on passe à l'automne. Le mercredi 20 septembre, nous recevons Martine Regert, qui va nous parler de Notre-Dame de Paris, de la cathédrale en feu à l'objet de recherche, recherche interdisciplinaire et premiers résultats. Ensuite, le 7 novembre, nous accueillons Stéphane Lavignac pour À la recherche des neutrinos. Et le lundi 4 décembre, nous avons une conférence à 2 voix avec Sylvestre Huette et Gilles Ramstein sur questions sur le climat. Voilà, donc ça, c'est le programme jusqu'à la fin de l'année. Bon, a priori, je ne pense pas qu'on en ajoutera d'autres. Voilà, donc pour aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Brouès, donc pour ce sujet qui est étudier le problème à N-corps avec quelques atomes. Donc, Antoine Brouès est directeur de recherche au CNRS. Il travaille au laboratoire Charles Fabry, qui est une unité mixte de recherche entre l'Institut d'optique Graduate School, l'Université Paris-Saclay et le CNRS. Et ce laboratoire est localisé ici, donc, sur le plateau à Palaiseau. Alors, Antoine Brouès est un ancien élève de l'École normale supérieure de Cachan, qui est aujourd'hui l'ENS Paris-Saclay, donc on reste dans le périmètre. Et il a obtenu son doctorat à l'Institut d'optique sous la direction d'Alain Aspect. Et donc, pour sa thèse qu'il a soutenue en 2000, il a construit une expérience de refroidissement par laser d'un gaz d'hélium métastable avec pour objectif la réalisation d'un condensat de Bose-Einstein. Donc, il fait partie des chercheurs qui, très tôt, ont travaillé donc, sur les atomes froids. Donc, suite à son doctorat, il passe 3 ans au NIST, dans le Maryland, où il poursuit des travaux sur la condensation de Bose-Einstein. Puis, il entre au CNRS en 2003 et rejoint l'équipe de Philippe Grangier, donc au laboratoire Charles Fabry. Il s'initie alors à la manipulation d'atomes individuels par pince optique. Donc, il passe alors de la manipulation d'atomes froids à celle d'atomes pris individuellement. Donc, si la démarche est presque similaire, tout l'enjeu est cette fois-ci de ne refroidir qu'un seul atome afin de le piéger à l'aide d'un faisceau laser. Et c'est par cette technique qu'il construit aujourd'hui, atome par atome, des systèmes quantiques synthétiques modèles dans lesquels il sait contrôler les interactions entre atomes à l'aide de lasers et ainsi étudier les propriétés quantiques d'un grand nombre de particules en interaction. Donc, c'est ce qu'on appelle le problème à N-corps et c'est ce dont il va nous parler. Donc, Antoine Brouès dirige aujourd'hui l'équipe optique quantique atome du laboratoire Charles Fabry. De plus, certains aspects de ses recherches ont permis le démarrage en 2019 de la start-up Pascal, dont il est cofondateur et dont je pense qu'il va nous parler aussi. Alors sinon, les travaux d'Antoine Brouès ont été honorés par plusieurs prix. Donc en 2007, il est lauréat du prix Aimé Cotton de la Société française de physique. Et en 2021, il est lauréat de la médaille d'argent du CNRS et du prix Alfred Verdaguer de l'Académie des sciences. Bon, merci beaucoup pour cette belle introduction, assez complète. Bonjour à tous, un vrai plaisir d'être ici, à nouveau au laboratoire de l'accélérateur linéaire, enfin, qui ne s'appelle plus comme ça, mais enfin, quand j'étais étudiant, ça s'appelait comme ça. Voilà, donc j'ai passé pas mal de temps dans cet amphi il y a fort longtemps. Et donc, effectivement, ce que je vais vous raconter aujourd'hui sont des travaux qu'on fait donc, à l'Institut d'optique. Donc, on va parler d'atomes, on va parler de laser, on va construire et contrôler les interactions entre les atomes. Donc, on est sur le plateau de Saclay. Donc, malgré la tour Eiffel, ici, j'aurais dû dessiner plutôt une grue parce que, compte tenu du nombre de bâtiments en construction, c'est plutôt ça l'icône de l'endroit. Et ce titre, il a l'air peut-être un peu cryptique. Donc, je vais essayer, dans les 50 minutes qui viennent, de vous expliquer un peu plus ce que ça veut dire. Donc, d'essayer de cadrer un peu ce qu'on appelle donc, le problème à N-corps en physique. Donc là, vous aurez l'approche naïve de l'expérimentateur. Je ne suis pas du tout théoricien, je suis expérimentateur et en plus pas du tout expérimentateur formé a priori au problème à N-corps. Donc on s'y met lentement mais sûrement. Et donc ça me permettra d'introduire cette idée de simulation quantique et comment est-ce qu'on peut utiliser des systèmes quantiques qu'on contrôle atome par atome pour essayer
résoudre des problèmes qui sont des problèmes ouverts du problème à N-Core. Alors vous verrez que c'est le tout début, hein, on n'en est pas encore à résoudre des grandes questions très très ouvertes, mais honnêtement, on n'en a jamais été aussi proche, évidemment, et ces systèmes sont quand même très prometteurs. Donc ça, c'est l'introduction générale. Et puis ensuite, je vais venir vous présenter ce que nous, on a développé à l'Institut d'optique, qui est un des systèmes parmi tous ceux que les gens ont développés au cours des années. Donc, je vous expliquerai un peu en détail ce que c'est que la machine qu'on a construite, donc ce qu'on appelle un simulateur quantique à atomes de Rydberg. Et puis, je vous montrerai un et peut-être deux, si j'ai le temps, exemples d'études de magnétisme quantique, qui est un des problèmes importants dans le cas du problème à N-core. Alors, commençons donc par la... Alors, d'ailleurs, j'en profite pour dire, si vous avez des questions pendant la présentation, et en particulier des problèmes de vocabulaire, c'est souvent le gros problème quand on donne une conférence générale, c'est qu'on utilise du jargon. Donc, vous n'hésitez pas à me dire, je ne sais pas ce que c'est que ça, que je puisse l'expliquer tout de suite, hein, que ça ne coince pas. Alors, le problème à N-core en physique, si on essaie de le résumer là encore de manière extrêmement naïve, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe quand on prend un ensemble de particules qui doivent être en général quantiques, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on entend par le problème à N-core, et qu'on les fait interagir. Donc ça, c'est évidemment dit comme ça a l'air très vague parce que ça recouvre un champ considérable de la physique où on essaye de passer des lois microscopiques qui sont en général des lois qui sont très très bien comprises et qu'on essaye d'engendrer le comportement macroscopique de la matière. Donc en fait, comment est-ce que partant de la connaissance des lois microscopiques, on peut comprendre différents phénomènes, par exemple la supraconductivité ou la superfluidité. Donc, le problème, c'est qu'on sait exactement quoi écrire. L'équation de base, il n'y en a pas 50 000, c'est l'équation de Schrödinger. Et puis l'hamiltonien, pour essentiellement tous les problèmes de la vie quotidienne, c'est essentiellement l'hamiltonien qui gouverne un ensemble de charges électriques en interaction. Donc, vous avez un terme d'énergie cinétique, et puis vous avez, donc ça, bon, c'est pas la partie la plus intéressante. La partie intéressante, c'est la partie d'interaction de Coulomb, et éventuellement, vous rajoutez le fait que les particules portent un spin, et que donc ces spins peuvent interagir d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a, et avec cet hamiltonien-là, on comprend essentiellement tout ce qui concerne la physique atomique, moléculaire, la physique du solide, on peut aller jusqu'à l'hydrodynamique, et ainsi de suite. Ça exclut évidemment ce qui se passe à l'intérieur du noyau. L'hamiltonien ne serait pas celui-ci, mais je suppose que les noyaux existent et que ce sont essentiellement des charges ponctuelles qui interagissent entre elles. Donc, tout ça, c'est très bien connu. Donc, le problème n'est pas du tout qu'on ne sait pas écrire les équations. Les équations, on les connaît parfaitement. Le problème, c'est qu'évidemment, si on veut passer du monde microscopique au monde macroscopique, on est obligé de considérer un nombre considérable de particules en interaction. Donc, c'est là qu'est le problème. Et donc, si on essaye de prendre un petit peu de recul et qu'on se dit, OK, comment est-ce qu'on va décrire un phénomène qu'on a observé au laboratoire? Supposez qu'on fasse une découverte. On vient de découvrir la suprafluidité ou la superconductivité, peu importe. Et on cherche évidemment de comprendre pourquoi est-ce que l'alliage, le composé qu'on a présente de la superconductivité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, supposer que ce soit la supraconductivité en haute température, qui est un truc à enjeu technologique, et on voudrait essayer d'en avoir une compréhension microscopique, parce que du coup, ça peut guider notre intuition pour essayer de fabriquer des composés qui, eux, seraient supraconducteurs, mais à température ambiante au lieu d'être à l'azote liquide. Alors, que fait le physicien? Il fait l'expérience, il essaye de caractériser un peu son système, et puis surtout, il fait des modèles. C'est-à-dire qu'il va commencer par écrire un hamiltonien qui est censé, évidemment, ne pas être une description exacte du système, bien qu'en général, on la connaisse, mais simplement, on ne peut pas la résoudre. Donc, on écrit des modèles qui sont supposés être simplifiés. Donc, ça, c'est un modèle, c'est l'équation d'un modèle qu'on appelle le modèle de Fermi-Hubbard. Je vais y revenir. Bon, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, ça n'a aucune importance, mais c'est une vraie équation que les gens regardent, et c'est un problème que les gens essayent de résoudre et qui est censé être pertinent pour la supraconductivité à haute température. Voilà, donc on écrit le modèle et donc évidemment la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce modèle exhibe de la supraconductivité? Et alors là, le problème, c'est que ça s'arrête tout de suite. C'est-à-dire, on a réussi à écrire des équations et on espère que ces équations contiennent la supraconductivité, mais à l'inverse, on ne peut pas le vérifier. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le vérifier? Parce que le problème, c'est que la taille de l'espace de Hilbert, c'est-à-dire l'espace mathématique qui décrit l'ensemble des particules qui constituent le système, croît exponentiellement avec le nombre de constituants. Alors, si on prend le cas le plus simple d'un spin, un spin c'est décrit par deux variables, par deux degrés de liberté, il peut être up ou il peut être down. Donc ça veut dire que la taille de la fonction d'onde ou le nombre de composantes qu'il faut pour pouvoir décrire l'objet qui est la fonction d'onde décrivant, ou l'état qui décrit toutes les n électrons, a 2 puissance n composantes. Et donc aujourd'hui, les calculs exacts qu'on sait faire
en 2023, c'est à peu près 50 particules avec 2 degrés de liberté. Vous voyez que ça ne va pas très loin, on en est très loin des 10 puissance 23. Et là, déjà, pour faire ça, il faut 1000 téraoctets de RAM, c'est-à-dire on fait ça sur des ordinateurs qui sont absolument dédiés à ce genre de tâches. Et vous savez bien, parce que c'est une croissance exponentielle, qu'à chaque fois qu'on rajoute une particule, ben, on double la taille du calcul. Donc on va peut-être pouvoir monter à 60 avec des efforts héroïques et des améliorations des performances des calculateurs, mais on ne pourra quand même pas manipuler plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de particules. Donc du coup, on ne peut pas directement vérifier si notre modèle y présente de la supraconductivité. Alors vous allez me dire, ce n'est pas forcément très grave. Alors, donc, j'étais en train de dire qu'on a des équations, on ne sait pas les résoudre, mais évidemment, on sait quand même dire des choses dans pas mal de cas. Après tout, on a aussi appris la physique du solide, on a appris la physique nucléaire, et donc on sait bien qu'on est capable, avec des approximations, de décrire un très grand nombre de problèmes. Le problème, c'est que ces approximations, elles ne marchent pas toujours. Non seulement on ne sait pas toujours caractériser si elles sont contrôlées ou pas, et puis il y a des fois où elles sont tout simplement complètement fausses. Et elles sont en général fausses, ces méthodes d'approximation, toutes celles qu'on rencontre en physique du solide, dans un bouquin traditionnel, hein, le Kittel ou ce que vous voulez, quand les interactions entre les particules dominent. Quand à ce moment-là, c'est plus perturbatif, bah, essentiellement, on ne sait rien dire. Alors vous allez me dire, oui, bon, après tout, est-ce que c'est très très grave? Ça peut-être que ça ne concerne que des systèmes totalement exotiques, donc absolument non pertinents. L'essentiel de ce qui nous entoure, on a réussi vaguement à le comprendre, les semi-conducteurs, la matière ordinaire, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, oui, il y a un certain nombre de problèmes d'intérêt pratique, et puis qui ne sont pas juste des problèmes exotiques, qui tombent en plein dans ce qu'on appelle les systèmes fortement corrélés, donc les systèmes où les interactions dominent. La superfluidité est un exemple, la supraconductivité en est un autre. Les propriétés magnétiques d'un certain nombre d'alliages, à commencer bêtement par les ferrites, ne sont pas si bien connues que ça. Et puis on peut sortir même du champ de la physique du solide et puis regarder les objets astrophysiques, mais toute la physique des hautes énergies est aussi un exemple de problème à N-corps. Alors, non seulement ce sont des problèmes qui intéressent les physiciens, mais en plus, c'est susceptible de beaucoup d'applications. Alors, donc, je vous encourage à taper sous Google « applications matière fortement corrélée » et là, vous allez trouver en pagaille des exemples d'applications. Par exemple, les perovskites, qui sont des systèmes qui possèdent certains types de propriétés magnétiques, sont utilisés pour les panneaux solaires. Et on aimerait bien essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est si efficace et pourquoi est-ce qu'on peut utiliser ces perovskites pour construire des panneaux solaires. Vous avez tous les problèmes de catalyse, et en particulier ces 4 problèmes de catalyse sont pertinents pour décrire ce qui se passe sur au voisinage d'une batterie, enfin des cathodes d'une batterie. Donc vous avez toute une physique qui utilise des surfaces, enfin des matériaux qui couvrent les électrodes et qui tombent dans la catégorie des matériaux fortement corrélés. Donc, il y a des tas d'applications qui ne sont pas juste des applications exotiques de toute cette matière fortement corrélée qu'on comprend très très mal. On ne sait même des fois pas dire quel est l'état fondamental d'un tel système, donc quel est son diagramme des phases. Voilà, donc c'est le champ d'application qu'on essaie de regarder. Et donc, du coup, on ne sait pas résoudre le problème, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est construire peut-être un système qui est directement régi par cette équation-là. Donc, ce n'est pas exactement celui-là, ce n'est pas le système réel, puisque c'est évidemment ça une idéalisation. On ne sait pas le résoudre, mais peut-être qu'on peut le fabriquer. Et c'est ce qu'on appelle réaliser une simulation quantique. C'est-à-dire, on fait l'ingénierie d'un ensemble d'atomes qui est gouverné directement par cet Hamiltonien. Et à partir de ce moment-là, si on fait une mesure sur notre machine qu'on a construite, on peut espérer savoir si ce système présente, cet Hamiltonien présente ou non de la supraconductivité. Voilà, donc c'est ça l'enjeu, c'est d'essayer de résoudre, de fabriquer atome par atome des systèmes quantiques, qu'on appelle donc des systèmes quantiques synthétiques, qui permettent de réaliser des Hamiltoniens du problème à N-corps. Alors ces Hamiltoniens, ils peuvent être même totalement mathématiques, ils n'ont même pas besoin d'être une idéalisation d'une vraie situation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Supposez que vous ayez un collègue théoricien qui vient vous voir en disant « Moi, je veux arriver à comprendre ce qui se passe dans le cas où j'ai placé la matière dans un champ magnétique extrêmement intense. Champ magnétique qu'on ne sait absolument pas réaliser au laboratoire et qui pourrait conduire à de la topologie ou autre. Et bien là, avec votre système, vous avez un bouton qui vous permet de contrôler un champ magnétique effectif. Vous allez voir ce que ça veut dire plus tard. Vous pouvez aussi, par exemple, vous poser la question, mais en fait, quel est le rôle des interactions dans une transition de phase? Alors, si vous prenez de la vraie matière, les interactions entre les électrons, vous ne pouvez pas les contrôler, mais avec le système que je vais vous présenter, vous avez un bouton qui vous permet de rendre les interactions de négligeables à dominantes. Et donc d'essayer de comprendre si une transition de phase existe ou pas en présence d'interactions. Voilà, et donc ça, c'est encore une fois ce qui s'appelle réaliser un simulateur quantique. Donc en principe, vous avez une plus grande programmabilité, c'est-à-dire une possibilité de contrôler les paramètres que sur un système réel.
Je vais essayer d'illustrer ça plus tard. Alors, quels sont le type de modèles qu'on peut espérer résoudre avec ça? Eh bien, essentiellement, en physique à n-corps, il y a deux modèles. C'est un peu les drosophiles de la physique à n-corps. Les biologistes aiment bien regarder un peu toutes les études génétiques ou autres avec la drosophile. Le physicien, il a deux drosophiles, le physicien n-corps. Il a les modèles de spin en interaction. Alors, les modèles de spin en interaction, vous connaissez, on introduit ça dans les cours de physique statistique. Donc, vous prenez les spins des électrons, par exemple, vous supposez que les électrons ne bougent pas, donc vous les avez placés dans l'espace, et puis vous essayez de les faire interagir avec, par exemple, un terme qui est l'hamiltonien d'Heisenberg, ou un couplage spin-spin. Bon, ça, c'est un exemple de problème à n-corps qui, dans le cas général, est difficile à résoudre. Ça, c'est pertinent pour le magnétisme, et donc, par conséquent, c'est pertinent pour des applications où vous voulez construire de nouveaux types d'aimants, qui seraient des aimants avec des aimantations plus grandes. Donc, c'est bien pour les moteurs électriques, ça permettrait de stocker de l'information, et ainsi de suite. Donc, il y a des tas d'applications et des enjeux à ces modèles de spin. Deuxième type de modèle que les gens regardent beaucoup, ce sont des modèles dans lesquels vous avez en compétition deux choses. La possibilité que vos particules bougent d'un site à l'autre, donc ça vous décrirait la conductivité électrique, par exemple. Donc, ils peuvent passer par effet tunnel d'un site à un autre. Et puis, la possibilité que s'ils sont sur le même site, ils interagissent très fortement. Donc, ça, c'est le modèle minimal. Je vous ai dit, c'était le modèle de Hubbard qu'on appelle, qui permet de comprendre, par exemple, enfin, on espère, la supraconductivité à haute température. On sait qu'il doit y avoir un rôle des électrons, on sait qu'il doit y avoir la possibilité qu'ils se déplacent, puisqu'ils conduisent, mais simplement, on ne connaît pas les détails du diagramme de phase, on ne connaît pas les détails du mécanisme à l'origine de la supraconductivité. Voilà. Et donc ça, évidemment, ça permettrait, si on comprend bien ces modèles, de comprendre un peu mieux la supraconductivité haute température, donc qui est un enjeu technologique pour stocker l'électricité, mais également pour essayer de fabriquer des conducteurs de l'électricité plus efficaces ou d'essayer de fabriquer des batteries qui tiennent mieux les charges. Voilà, donc ça, ce sont les modèles que les gens regardent et qui sont des modèles complètement génériques du problème à n-corps. Si vous prenez un bouquin sur le problème à n-corps contemporain, vous allez toujours trouver que ça tombe dans l'une de ces deux catégories, avec des variantes, bien sûr, plus ou moins compliquées, mais c'est essentiellement ces deux modèles-là qu'il faut donc qu'on sache réaliser au laboratoire. Alors, il y a un très grand nombre de systèmes que les gens regardent, parce que sur les 30 dernières années, essentiellement, ce que les expérimentateurs ont appris dans différents domaines de la physique, c'est à manipuler atome par atome, alors atome entre guillemets, vous allez voir pourquoi, donc atome par atome, ces systèmes, et donc les contrôlent leurs interactions, ainsi de suite. Donc les gens savent par exemple piéger des ions, donc les charges plus, que vous mettez dans un potentiel électrostatique, vous êtes capable de faire des chaînes d'ions, et chacun des ions, vous pouvez lui parler avec un faisceau laser. Alors, je vais montrer les variantes de ça sur le système qu'on a à l'Institut d'optique. Précisément, vous avez aussi un autre type d'exemple, vous pouvez prendre des molécules ou des atomes que vous placez dans des potentiels lumineux, je vais vous expliquer un peu comment on fait ça, que vous pouvez exciter vos atomes pour les mettre dans des états de Rydberg, donc tout ça va s'éclairer un peu au fur et à mesure que la présentation va avancer. Vous pouvez aussi envoyer des photons dans des milieux non linéaires. Si vous envoyez des photons dans des milieux non linéaires, les photons se mettent à interagir, ce qui est impossible dans le vide en principe, ou en tout cas avec des sections efficaces très faibles. Et ça, c'est aussi un système suffisamment bien contrôlé pour pouvoir explorer certains aspects du problème à n-corps. Alors, j'ai dit qu'il y était atomes entre guillemets parce qu'il y a toute une catégorie de systèmes qui en fait ont l'air d'être des atomes, mais en fait sont constitués eux-mêmes d'un très grand nombre d'atomes. Prenez par exemple ici un défaut dans du diamant. Donc vous avez remplacé un atome de carbone par un atome d'azote et un atome de carbone par rien. Donc il y a une lacune ici. Eh bien en fait, ce petit système-là se comporte exactement comme un atome d'hydrogène. Il a à peu près le même spectre. Donc vous voyez que là, vous avez maintenant un atome d'hydrogène essentiellement à l'intérieur d'une matrice cristalline. Donc si vous en placez plusieurs de ces structures, vous êtes capable de créer dans le diamant des systèmes où vous avez des atomes que vous pouvez contrôler quasiment individuellement, mais atomes au sens où précisément c'est le même spectre qu'un atome qui serait dans l'espace libre. Vous avez aussi des boîtes quantiques. Donc, par exemple, vous pouvez prendre un électron et cet électron, vous pouvez le piéger dans des électrons dans un potentiel à 3 dimensions. Et il peut rester là. Et donc ça, vous avez des niveaux d'énergie quantifiés dans la boîte. Et donc ça c'est essentiellement le même spectre que celui d'un atome. Vous pouvez aussi avoir des circuits supraconducteurs. Alors ça, c'est très populaire dans le cadre de l'information quantique. On en entend beaucoup parler parce que c'est ce qu'utilise Google, IBM, ainsi de suite. Donc essentiellement, ce sont des petits circuits supraconducteurs, des anneaux, et vous pouvez contrôler le flux à travers l'anneau avec un champ magnétique et vous pouvez coder là-dessus un système à 2 niveaux. Vous pouvez dire le courant qui tourne vers la gauche, ça va être le spin up et celui qui tourne vers la droite, ça va être un spin down. Donc vous avez à nouveau un système à 2 niveaux avec un ensemble qui est constitué d'un très très grand nombre d'atomes mais qui en fait n'a que 2 degrés de liberté à la fin.
Bon, vous avez d'autres exemples qui sont étudiés. Et les propriétés que partagent tous ces systèmes, c'est que ce sont des systèmes qu'on dit scalables. Donc ça, c'est un mot affreux pour dire qu'essentiellement, on peut en prendre plusieurs et on peut les contrôler tout en préservant la qualité du contrôle. Ils sont adressables, donc là aussi, ça veut dire que si vous prenez une collection de tels ensembles, vous êtes capable de parler à un seul des systèmes avec une fidélité, donc c'est un contrôle qui est bon, même s'il n'est pas encore parfait, bien sûr. Et puis, comme je l'ai dit, programmable, c'est-à-dire vous pouvez varier les paramètres qui gouvernent le système. Voilà. Donc, le système dont je vais vous parler maintenant, c'est le système à base d'atomes de Rydberg et je vais essayer d'illustrer donc les différents concepts dont je vous ai déjà parlé ici. Comment est-ce qu'on fait pour les contrôler? Comment est-ce qu'on fait pour contrôler les interactions? Comment est-ce que ça réalise des systèmes à N-core modèle? Donc, deuxième partie, construire ce simulateur à base d'atomes de Rydberg. Alors, juste parce que, évidemment, je suis le représentant d'une équipe, mais ça vous donne aussi l'échelle d'un groupe qui travaille dans ce domaine. Donc, pour vous donner un exemple, on a en gros 3 expériences. Donc, ça veut dire que vous avez, le groupe est divisé par 3 et chacune de ces expériences occupe 3-4 personnes, donc 2-3 étudiants en thèse, un postdoc quand on a de la chance. Voilà. Donc, ça, c'est quand même, donc, ce ne sont pas des toutes petites manips de coin de table. Je vous montrerai une photo à la fin. Hein. C'est des manips qui nécessitent de faire parler et interagir entre eux et travailler entre eux ensemble un certain nombre, 3-4 personnes avec des compétences un peu différentes pour être complémentaires. Alors, un point essentiel aussi, c'est que tout ce qu'on fait, et ça c'est vrai de tous les gens qui travaillent dans notre domaine, se fait toujours en collaboration avec des théoriciens. La plupart d'entre nous sont des gens qui connaissent relativement bien l'optique, les lasers, la physique atomique, mais pas forcément des spécialistes de la matière condensée ou du problème à N-core, donc on doit interagir en permanence avec eux. Et ce n'est pas eux qui nous donnent toujours la solution du problème, c'est vraiment une interaction où ils apprennent de nos expériences, comme vous allez le voir, et inversement, ils nous suggèrent des idées ou de niveau développement. Voilà. Alors, on part d'un atome. Cet atome, il est piégé dans un laser. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On prend un laser, essentiellement le même que celui que j'ai dans la main, là, donc quelques milliwatts de puissance, et on vient le focaliser sur une taille d'à peu près 1 micromètre, ce faisceau laser. Donc, ça, on peut le faire avec un objectif. Il est placé sous vide, notre objectif, mais ce n'est pas très important. On crée un potentiel lumineux dont la taille est typiquement 1 micromètre. Alors, le problème, c'est que si on calcule avec des puissances raisonnables la profondeur de la pince qu'on a créée, elle est que de quelques millikelvin. C'est-à-dire qu'on peut placer que des atomes qui sont suffisamment froids là-dedans. Alors, quel est le mécanisme de piégeage? En fait, on le connaît tous de manière indirecte. Si je prends un atome, essentiellement, c'est une particule polarisable. Donc, si j'envoie de la lumière dessus, le champ électrique de la lumière va polariser le dipôle. Donc, ça va polariser l'atome, en créant un dipôle qui est proportionnel au champ. Et en retour, ce dipôle va interagir avec le champ, donc en donnant une interaction qui est moins d scalaire E à peu près. Et donc, comme D est proportionnel à E, vous voyez que l'énergie est proportionnelle au carré du champ, c'est-à-dire à l'intensité. Donc, si on se débrouille bien, un atome peut venir se placer et à son énergie minimale à l'endroit où l'intensité est maximale. Donc, c'est pour ça que ce faisceau laser focalisé joue le rôle d'un piège. Mais comme je vous l'ai dit, ce piège, il a une profondeur qui malheureusement est très faible. Donc, on doit partir à chaque fois des techniques que les gens ont développées entre les années 80 et 90 de refroidissement d'atomes par laser. Donc là, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Essentiellement, on prend un gaz à température ambiante, on envoie des faisceaux laser dans toutes les directions de l'espace et il se trouve qu'on arrive de cette manière-là à préparer des nuages d'atomes qui contiennent quelques millions d'atomes qui sont refroidis à des températures de l'ordre de la centaine de microkelvin. Donc ça veut dire que c'est des films qui se passent au ralenti. Les atomes bougent quasiment plus. À température ambiante, un atome se déplace à plusieurs centaines de mètres par seconde. Là, à 100 microK, il va se déplacer à quelques centimètres par seconde. D'accord. Donc, et en particulier, il a maintenant une énergie cinétique suffisamment basse pour qu'il puisse rester piégé à l'intérieur de ce système. Alors, le truc qui est bien aussi, c'est qu'avec les faisceaux laser, donc qui sont un autre ensemble de faisceaux laser, qui viennent ralentir et refroidir les atomes, en plus du laser de piégeage, eh bien ces lasers-là, ils sont proches d'une transition atomique, ce qui fait qu'ils vont faire fluorescer l'atome. C'est-à-dire qu'en permanence, l'atome va échanger des photons avec les faisceaux laser de refroidissement, et donc gratuitement, il vous donne un signal que vous pouvez collecter sur une caméra. Donc, si vous regardez sur un pixel de la caméra ici, qui est censé être conjugué directement avec le piège, vous allez observer en fonction du temps ce genre de signal télégraphique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez un niveau bas qui veut dire il n'y a essentiellement rien, c'est le bruit de fond de votre détecteur. Et puis, à un moment donné, vous avez un saut qui veut dire il y a un atome qui est rentré.
Alors pourquoi est-ce qu'il est rentré et pourquoi est-ce qu'il reste piégé? Parce que quand il rentre, il est freiné par les lasers de refroidissement. Et par conséquent, il va rester à l'intérieur de cette pince pendant un certain temps en émettant de la lumière. Donc le problème de cette méthode, c'est qu'essentiellement, ça vous permet de décider si un atome est présent ou pas, et vous ne savez pas quand est-ce qu'il va rentrer dans la pince. Alors, vous allez voir que c'est un problème quand on veut faire grossir, mais enfin, en tout cas, ça vous réalise une source d'atomes non déterministe, hein, c'est-à-dire que vous êtes certain que l'atome est là, tout seul, individuel. Vous n'avez jamais de double pic, parce que s'il y a un deuxième atome qui essaie d'arriver, essentiellement, il y a une collision entre les deux atomes, et donc vous les perdez rapidement. Donc, ça veut dire qu'en pratique, vous avez soit rien, soit un atome qui est signalé par sa présence, par le signal qui devient haut, soit deux atomes pendant un temps très court, et si bien qu'essentiellement, vous ne les voyez jamais. Donc, c'est soit 0 ou 1 en pratique. Alors, de nos jours, il y a beaucoup d'atomes de la classification périodique qui ont été piégés sous forme d'atomes uniques. Donc, ça a été réalisé pour la première fois à l'Institut d'optique par Philippe Grangier au début des années 2000. Et puis, depuis, un très grand nombre d'autres atomes ont réussi à être piégés. Et là, vous avez l'ensemble des atomes de la classification périodique qui ont été refroidis par laser. Et ceux en rouge, c'est ceux qui, en plus, on a réussi à piéger de manière individuelle. Vous voyez qu'il commence à y en avoir un certain nombre. Et pourquoi est-ce qu'on en utilise un plutôt que d'autres? Ça, c'est on regarde la structure interne, on regarde les propriétés de masse, de collision et ainsi de suite, et elles sont plus ou moins intéressantes en fonction de la physique qu'on veut regarder. Alors, ça, c'est très bien, on a un atome. Mais évidemment, vous ne faites pas un problème à n-corps avec un atome, on en a beaucoup des atomes. Donc, comme ce qu'on va faire? En fait, on va utiliser une technique très très simple qui est la diffraction. On va commencer à prendre le faisceau laser qui vient créer la pince optique et on va le faire diffracter par une structure. De la même manière que quand vous regardez le lampadaire qui est dans la rue à travers les voyages, vous avez des petits points. Chacun des petits points, vous pouvez voir ça, des ordres de diffraction, vous voyez ça comme un piège. Alors, comment est-ce qu'on fait en pratique? Le réseau de diffraction qu'on utilise, c'est en fait un modulateur de phase spatiale qui n'est rien d'autre qu'un liquide, qu'un cristal liquide, pareil que ce qu'il y a dans le vidéoprojecteur là. Et donc, si vous codez la phase du faisceau laser là-dedans, on apprend de notre cours d'optique de Fourier qu'en fait, dans le plan focal de la lentille, vous allez avoir la transformée de Fourier du facteur de phase. Donc, ça veut dire que si on veut une géométrie donnée, on peut calculer à l'envers le facteur de phase qu'il faut imprimer pour pouvoir avoir notre géométrie. Donc, par exemple, si je code la phase entre 0 et 2π ici, puis que je regarde quelle est la structure que j'ai créée de faisceau laser là-dedans, j'ai ces ensembles de points qui forment ce qu'on appelle un réseau de Kagome. Donc ça, c'est des vrais faisceaux laser qu'on est allé mesurer directement dans le plan focal ici. Alors, le problème de ce truc-là, c'est que j'ai dit, les atomes rentrent et sortent de la pince optique de manière aléatoire. Donc ça, c'est un film, par exemple, qui présente une matrice carrée de 27 atomes, de 27 pièges par 27 pièges, et chacun des petits points qui clignotent, ça correspond à la fluorescence d'un atome qui est rentré dedans. Donc, vous êtes capable de voir l'atome de la même manière que moi, je peux vous voir, vous envoyez de la lumière dessus et c'est reçu par le récepteur. Et donc, le gros problème, c'est que vous voyez que vous n'avez jamais tous les pièges remplis en même temps. Donc ça, c'est un vrai film, ou si vous venez au laboratoire, vous verrez exactement ça, donc les atomes qui rentrent, qui sortent avec une cadence de quelques hertz. Mais ça ne réalise pas une géométrie parfaitement bien définie, qui est ce qu'on voudrait pour pouvoir démarrer une simulation. Et donc là, l'idée, en fait, elle a été assez simple, c'est de dire, je vais commencer par regarder où sont les atomes dans ma matrice de 27 par 27. Donc je fais une photo. Donc, à un moment donné, j'envoie un pulse de lumière, je mesure où sont les atomes. Donc, chacun des petits points brillants correspond à un piège qui est rempli. Et puis maintenant, je vais venir bêtement trier les atomes. C'est-à-dire, je vais venir là où j'ai un piège vide, le remplir en prenant par exemple un atome d'un piège plein et en le mettant à l'intérieur d'un piège vide. Donc, on déplace les atomes un par un. Donc, c'est toujours spectaculaire, ça marche très, très bien. Et on est capable, partant de cette configuration, par exemple, de les avoir assemblés avec cette espèce de chaîne là qui contient à peu près 200 atomes et qui n'a pas de trou maintenant et qui a la géométrie que vous désirez. Donc, c'est spectaculaire. C'est-à-dire que les atomes, vous êtes capable de les bouger individuellement en les gardant. Ça prend quelques 100 microsecondes par atome que vous voulez bouger. Et si vous voulez réaliser des matrices d'à peu près 100 atomes, il faut bouger à peu près 100 fois. Voilà. Alors, avec ça, maintenant, on est capable de réaliser donc journellement au laboratoire des structures assemblées donc à une dimension, à deux dimensions, un exemple de carré, géométrie triangulaire. Vous pouvez faire des trucs complètement aléatoires. Par exemple, ça, c'est une structure qui est censée représenter ça, évidemment, en version ultra pixelisée. Donc, il ne sert strictement à rien, bien sûr, pour la physique, à part le fait que ça vous montre que vous avez le contrôle sur le positionnement des atomes. Et puis, vous pouvez réaliser donc, ces structures à 3 dimensions aussi, parce que vous êtes capable de coder des hologrammes et donc de faire une structure ici à 3 dimensions dans le plan focal. Donc ça, c'est des exemples. Donc la tour Eiffel, il n'en sert à rien, à part
faire bien dans les communiqués de presse. Et ça, c'est un peu plus intéressant du point de vue de la physique, puisque c'est une structure qui ressemble un peu au fullerène. Voilà. Alors, on dispose maintenant de notre ensemble d'atomes. Alors, ces atomes, ils sont séparés d'une distance qui est suffisamment grande pour pouvoir les voir. Je suis capable de prendre l'atome, je ne sais pas quoi, 49, et de le distinguer de l'atome 50. Il y a une distance entre les deux qui est plus grande que le pouvoir de résolution de mon optique, qui est typiquement d'1 micromètre. Donc ici, ils sont séparés d'à peu près 5 microns. Or, des atomes à 5 microns, ça n'interagit pas. Il n'y a pas d'effet tunnel entre les puits, ils sont suffisamment loin, il n'y a pas d'interaction de Coulomb, elle est totalement négligeable, pas d'interaction de Van der Waals, rien, c'est vraiment absolument négligeable. Donc il faut utiliser un deuxième ingrédient qui va permettre maintenant d'allumer ou d'éteindre les interactions entre les atomes. Alors ce deuxième ingrédient, il consiste à aller porter les atomes de leur état fondamental, dans lequel ils sont naturellement, vers un état très excité qui est pas loin du seuil d'ionisation de l'atome, qu'on appelle un état de Rydberg. Alors Rydberg, c'est pas un atome que vous trouvez dans la classification périodique, hein, c'est juste l'ensemble des états suffisamment proches du seuil d'ionisation. Voilà, donc c'est ceux qui correspondent à des nombres quantiques principaux, en général grands devant 1, donc typiquement une dizaine ou plusieurs dizaines. Et si vous voulez vous représenter classiquement ces atomes de Rydberg, ben en fait, ce sont des atomes pour lesquels la trajectoire de l'électron est très éloignée de celle du noyau. Alors, très éloigné, ça veut vraiment dire très éloigné, ça peut vouloir dire entre 100 nanomètres et 1 micromètre. Donc, ça devient des objets qui sont quasiment de taille biologique, si vous voulez. Prenez la taille du virus de Covid-19, c'est 100 nanomètres. Donc, essentiellement, le Covid-19, on peut le mettre à l'intérieur de cette orbite-là. Donc, ça vous dit que ces atomes sont donc des atomes avec des propriétés très exagérées. Ça vous dit aussi que ça va être des atomes très fragiles. Donc, c'est délicat à manipuler parce que l'électron n'a qu'une envie, s'il y a un petit champ électrique perturbateur, c'est de partir parce qu'il est très très peu lié au noyau. Alors, la conséquence de cette grande taille ici, il y en a deux. En fait. La première, c'est que du coup, ils ont une durée de vie qui est longue. Alors, en durée de vie longue, il ne faut pas trop exagérer non plus, c'est une centaine de microsecondes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si j'étais sur un état ici très bas, en fait, un atome porté dans cet état-là se désexciterait vers le fondamental en 10 nanosecondes. Donc, vous voyez que j'ai augmenté d'un facteur 10 000 la durée de vie de l'atome en le plaçant dans des états très excités. Et puis la deuxième conséquence de ce truc-là qu'on peut avoir ici, c'est que comme la charge plus et la charge moins sont très séparées, eh bien à ce moment-là, on développe des dipôles électriques et ces dipôles, ça va pouvoir interagir. Alors, la règle importante ici, c'est que si je prends deux atomes séparés, deux atomes de Rydberg séparés d'à peu près 10 micromètres, donc une grande distance à l'échelle de la taille atomique, les énergies d'interaction exprimées en unités de fréquence sont de l'ordre de quelques mégahertz. Alors pourquoi je vous donne ça dans ces unités-là? Parce que ça veut dire que si maintenant vous avez une dynamique entre deux atomes et qu'elle est induite par les interactions, je vais essayer de rendre ça un peu plus concret tout à l'heure, ça va avoir lieu sur une échelle de temps qui est inférieure à la microseconde. Et donc vous voyez que puisque cette échelle est très inférieure à la durée de vie, vous êtes capable de voir l'influence des interactions avant que les atomes retombent bêtement dans leur état fondamental. Donc c'est une espèce de fenêtre de tir qu'on a identifiée et qui permet de faire ces simulations. Alors, un point essentiel que les gens avaient tout de suite proposé quand ces idées sont apparues, donc au début des années 2000, c'est que automatiquement, ce système-là va vous faire entrer dans le monde quantique en créant ce qu'on appelle de l'intrication. Alors l'intrication, ça a été très à la mode à la fin de l'an dernier, puisque c'est le prix Nobel de Aspect, Closer et Zeilinger. L'idée est la suivante. Supposez que je réduise un atome à sa plus simple expression. Il y a un état fondamental et un état de Rydberg. J'ignore totalement les autres. Avec un faisceau laser, je suis capable de sélectionner ces deux transitions, ces deux états. Et que maintenant, je considère le spectre de deux atomes. Soit les deux atomes sont dans l'état fondamental, et là, je vous ai dit, à quelques micromètres, ils n'interagissent pas. Soit j'en mets un dans l'état de Rydberg, l'autre reste dans son état fondamental, et là c'est pareil, l'interaction est suffisamment faible. Soit je les place tous les deux dans l'état de Rydberg, et à ce moment-là, l'interaction va devenir importante. C'est-à-dire qu'en fonction de la distance, cette énergie d'interaction devient grande. Et là, ça veut dire que si j'utilise un faisceau laser qui essaye d'exciter le premier atome de Rydberg, bien ce laser ne pourra pas exciter le deuxième, parce que ces deux atomes interagissent trop fortement quand ils sont placés dans le même état de Rydberg. Donc, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de blocage. Et l'intérêt de ce mécanisme de blocage, donc vous pouvez exciter que l'un ou l'autre des atomes, mais vous ne savez pas lequel. Si vous ne savez pas lequel, la physique quantique vous indique que vous créez une superposition d'avoir excité le premier ou d'avoir excité le deuxième.
Et ça, c'est exactement un état intriqué. Pareil que pour ceux d'entre vous qui se souviennent de la composition de deux spins ennemis, vous avez up-down plus down-up. Ça, c'est exactement un état intriqué. C'est la même chose qui est là. Donc, c'est pour ça que les gens ont commencé à s'agiter beaucoup parce que instantanément, ce contrôle des interactions vous fait rentrer dans le champ de la mécanique quantique et de la possibilité de créer ces corrélations quantiques qui sont d'intrication. Voilà, alors la première démonstration, on a fait ça nous, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années à l'Institut d'optique avec juste deux atomes. On avait effectivement montré qu'on pouvait intriquer des atomes de cette manière-là. Alors, du point de vue de la simulation quantique, maintenant ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'en fait, on peut réaliser l'une des deux drosophiles dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont les systèmes de spin en interaction. Je vais essayer de vous montrer un peu l'état de l'art dans ces domaines aujourd'hui. Deux atomes de Rydberg, ça a deux manières d'interagir entre eux. Première manière, c'est l'énergie dite de Van der Waals, qui est l'énergie qu'on apprend, et qui est celle qui lie deux atomes entre eux pour former des molécules. Donc, c'est une interaction qui varie en C6 sur R6. Alors, je vais y revenir un peu plus en détail. Deuxième type d'interaction, c'est ce qu'on appelle une interaction d'échange, qui est une interaction dipolaire directe en 1 sur R cube. Je vous montrerai un autre exemple et comment ça fonctionne. Alors là, vous êtes obligé de me croire, je vais essayer de vous expliquer un peu ça plus en détail, mais ça, il se trouve que dépendant du type d'interaction que vous réalisez, vous êtes capable directement de réaliser des modèles de spin. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais ça, le premier, c'est le modèle de Van der Waals, réalise ce qu'on appelle le modèle d'Ising. Alors, le modèle d'Ising, je peux vraiment vous en souvenir, c'est le tout premier modèle de spin qu'on nous présente dans un cours de physique statistique. Bon, ben ça permet, on peut le réaliser avec l'interaction de Van der Waals. Donc, on trouve en général dans les cas des propriétés magnétiques. Le deuxième type d'hamiltonien, c'est ce qu'on appelle un hamiltonien d'échange. C'est un hamiltonien qu'on a créé sous la forme de sigma plus, sigma moins, c'est les matrices de Pauli. Donc, sigma plus, ça veut dire vous prenez un spin up, vous le faites monter, et sigma moins, vous prenez un spin up et vous le faites descendre. D'accord ? Donc, ça veut dire que cet hamiltonien-là, ce qu'il fait, c'est qu'il échange de manière alternative le spin d'un atome avec le spin de l'autre atome. Alors, vous voyez que ça, c'est intéressant si vous voulez décrire des phénomènes de propagation. Parce que si vous avez un ensemble de spin down, vous en basculez un, et grâce à cet hamiltonien d'interaction, ce spin up que vous avez placé va se mettre à se propager dans cette structure. Donc, c'est pratique pour décrire la conductivité de certains types de matériaux. Alors, je vais maintenant, dans à peu près le dernier quart d'heure, là, essayer de vous montrer un exemple de quelques exemples de simulations qu'on a pu réaliser avec ça, qui sont au jour d'aujourd'hui un peu l'état de l'art de ce que c'est faire cette plateforme sur les problèmes à N-core. Alors, revenons à notre histoire de l'interaction de Van der Waals. Donc, l'interaction de Van der Waals, encore une fois, c'est une interaction naturelle qui arrive entre deux objets neutres. Vous pouvez les avoir dans l'état fondamental, sauf que séparée de quelques micromètres, elle est totalement négligeable. Vous pouvez la voir quand vous avez placé dans les deux mêmes états de Rydberg. Cette interaction, elle veut juste dire que le niveau qui correspond à l'excitation d'un premier atome et d'un deuxième atome dans l'état de Rydberg est décalé en énergie d'une quantité qui est C6 sur R6. Alors, cette interaction est donc générique, elle ne dépend pas de la valeur de n, ça peut être le fondamental ou l'état excité. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que ce coefficient C6 ici varie comme la 11e puissance du nombre quantique principal. Donc, ça veut dire que si je prends deux atomes, par exemple, nous, on utilise du rubidium. On prend n égale 5, ça correspond à l'état, le nombre quantique principal dans l'état fondamental. Et on le fait placer, on essaie de les porter tous les deux dans l'état de Rydberg, n égale 50, ce qui est tout à fait standard de ce qu'on fait dans ce milieu-là. Vous voyez que l'énergie d'interaction a été augmentée de 100 milliards. Vous avez des atomes séparés à 5 microns, ils ne bougent pas, ils n'interagissent pas dans le fondamental. Vous les placez dans l'état de Rydberg et leur énergie d'interaction a augmenté de 100 milliards. Donc, c'est vraiment le bouton qui vous permet d'allumer ou d'éteindre des interactions entre des atomes placés à plusieurs micromètres l'un de l'autre. Alors, si vous voulez décrire ce truc-là, vous allez écrire un hamiltonien qui décale le niveau d'énergie. Ici, vous allez écrire le décalage du niveau d'énergie que multiplie N1, N2. N1, ça compte la probabilité que l'atome soit dans l'état de Rydberg. Ça fait 0 dans le fondamental, ça fait 1 dans l'état excité. Donc, il faut que les deux soient égaux à 1 pour que vous décriviez l'interaction de Rydberg. Et ça, en fait, c'est exactement un hamiltonien d'Ising. Si maintenant vous dites que l'état fondamental, c'est le spin down et l'état excité, c'est le spin up, vous avez une correspondance avec un hamiltonien d'Ising. Alors, je vais essayer d'éclairer ça un tout petit peu plus. Donc, on a une deuxième composante, c'est que bien sûr, il faut exciter les atomes dans l'état de Rydberg. Alors ça, on le fait avec des lasers, qui sont des lasers très, très stabilisés, de qualité métrologique. Enfin, il y a beaucoup de travail qui est complètement caché par ce petit diagramme. On va totalement ignorer le détail. Pour nous, ça va juste être ça.
Vous voyez donc tout le détail de la physique atomique, toute la plomberie qui occupe les gens au laboratoire la majeure partie du temps, ben en fait, on remplace ça par juste un trait qui correspond à l'état fondamental que j'appelle spin down, un autre trait qui est l'état excité, l'état de Rydberg que j'appelle spin up, et les deux sont couplés par un élément de matrice, si vous voulez, qui varie comme essentiellement la racine carrée de la puissance. Donc, expérimentalement, ça veut dire quoi augmenter ce couplage? Ben, ça veut dire augmenter la puissance laser. Et donc maintenant, si j'écris les interactions qui décrivent complètement cet ensemble d'atomes dans une matrice qu'on excite par laser et qui peuvent interagir quand ils sont placés dans l'état de Rydberg, ben, vous allez avoir un terme qui correspond au terme d'interaction. Si deux atomes sont tous les deux dans l'état de Rydberg, vous allez avoir un C6 sur R6, NiNJ, c'est le modèle d'interaction. Et puis vous avez l'hamiltonien, donc la partie qui va décrire la possibilité par le laser de passer du spin-up au spin-down, qu'on écrit sous la forme oméga, donc on appelle la fréquence de Rabi, mais ce n'est pas très important, l'opérateur de Pauli qui fait passer de up à down, et puis vous avez, il se trouve, la différence de fréquence ici correspond à ce terme-là, mais ce n'est pas très important. Le point essentiel, c'est que ça, ce sont exactement les mêmes équations formelles, bien sûr. Si vous prenez un ensemble de spin and-me, que vous faites interagir par une interaction de type Ising et que vous avez placé dans un champ magnétique. Le champ magnétique transverse, il est joué par le rôle du laser qui fait passer de up à down. Le champ magnétique longitudinal, il est joué par cet élément-là. Donc, vous voyez que le laser est ce qui, pour nous, en pratique, réalise le champ magnétique. Donc, changer la force du champ magnétique, pour nous, ça veut dire changer la puissance du laser. Et donc, c'est ça l'idée de la simulation quantique, c'est que vous émulez un système par un autre. Vous êtes intéressé par comprendre le comportement d'un ensemble d'électrons placés dans un champ magnétique, dans une géométrie donnée, vous ne savez pas résoudre, mais vous avez à votre disposition un ensemble d'atomes que vous pouvez positionner dans l'espace. Vous pouvez faire varier la force de ces interactions en choisissant n, et vous pouvez simuler le rôle du champ magnétique avec un faisceau laser. Et donc, comme les équations les mêmes équations conduisent aux mêmes solutions, vous avez juste à faire des analogies formelles. Donc, c'est ça l'idée de cette simulation quantique. Et donc, en plus, en pratique, au laboratoire, vous avez le contrôle des paramètres. Vous pouvez, par exemple, faire varier la force des interactions par rapport à la force du champ magnétique, ce qui est difficile à faire dans un vrai système. La force des interactions, c'est ce que c'est entre deux électrons. Voilà. Et donc, vous pouvez passer du cas où les interactions sont très faibles au cas où elles dominent. Alors, essayons d'illustrer ça donc, en préparant une phase de la matière qu'on appelle une phase antiferromagnétique, en prenant un système de 10 par 10 atomes. Donc, chacun des petits points ici correspond à un atome que vous pouvez faire fluorescer. Ils sont tous préparés dans l'état de spin down. Donc, j'ai mon état initial. Tous les atomes sont dans l'état de spin bas. À un moment donné, donc, je vais me mettre à allumer les lasers de manière à transférer les atomes vers l'état de Rydberg, c'est-à-dire à faire basculer le spin up down vers up. Mais j'ai choisi les propriétés de mon hamiltonien, c'est-à-dire la force des interactions, de telle sorte que j'ai ce mécanisme de blocage. C'est-à-dire que si j'ai créé ici un atome de Rydberg, je ne vais pas pouvoir en exciter un deuxième à l'intérieur du rayon, donc entre proches voisins. Je pourrais commencer à le réexciter s'il est dans la diagonale, mais pas s'il est entre les plus proches voisins, à cause du blocage. Et donc maintenant, je rajoute les atomes de Rydberg, les uns après les autres, et puis je me demande quelle est la configuration finale que j'ai obtenue. La configuration finale que j'obtiens, c'est celle qui correspond à avoir un atome toujours dans le fondamental, et puis en principe, un atome de Rydberg juste à côté. Puis cet atome de Rydberg, il va faire en sorte que je ne peux pas exciter celui encore à côté. Donc vous avez une configuration alternée comme ça de up et de down. Alors, évidemment, ici, vous êtes obligé de me croire. C'est-à-dire que quand je vous présente cette image qui est l'image finale, il y a des trous. Donc, les trous, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'atome. Ça veut dire qu'un atome a été placé dans l'état de Rydberg et que quand j'envoie de la lumière pour détecter son état, en fait, l'atome apparaît noir. Donc, évidemment, on a fait des calibrations pour dire que ce n'est pas juste que l'atome est parti. Donc, ça, essentiellement, ce que ça réalise, c'est ce qu'on appelle un ordre antiferromagnétique, un état dit de Néel. Et ce sont le type d'ordre que vous retrouvez dans un grand nombre de composés. Par exemple, tous les oxydes de manganèse, de fer, de cobalt. Ce sont des exemples de matériaux dits antiferromagnétiques. Voilà. Alors ça, en fait, il faut voir que cette réalisation du modèle d'Ising à 2D, en fait, c'est la première réalisation qui n'a jamais été faite expérimentalement du modèle d'Ising. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans des vrais matériaux, vous n'avez jamais une réalisation exacte du modèle d'Ising. Il y a des impuretés, il y a des couplages supplémentaires, donc vous n'êtes pas en train de regarder exactement le modèle d'Ising à 2D.
Alors, vous allez me dire, bon, et après tout, so what, qu'est-ce qu'on a vraiment appris? Là, vous êtes en train de nous dire, bon, ben voilà, j'ai un réseau, puis j'essaye de mettre des boules qui ont une certaine taille, donc tout ça a l'air complètement classique, j'ai rien appris. Alors, vous n'avez pas tout à fait rien appris, vous avez appris quand même que, un, vous pouvez le faire, donc vous avez un bon contrôle sur le système, et puis, on a quand même poussé ça un peu plus loin. Le processus qui correspond à mettre des excitations une par une dans le système, c'est un processus dynamique, ça prend du temps. Donc en fait, vous avez là un système à n-corps hors équilibre pendant lequel vous avez à la fois le champ magnétique que vous allumez progressivement, donc ici c'est les lasers, et puis les atomes qui interagissent. Ben, il se trouve que donc on a mesuré une quantité qui, en fonction du temps, varie, parce que vous êtes en train d'allumer les lasers, donc c'est exactement l'équivalent de l'aimantation, si vous voulez. Eh bien, si vous voulez reproduire la dynamique de ce système sur le meilleur supercomputer existant aujourd'hui, pour une courbe que vous mettez 4 heures à accumuler au labo, il faut 14 jours sur un supercalculateur pour faire le calcul. Donc, l'évolution temporelle qui reproduit le passage de là à là. Voilà, donc ça vous donne déjà le fait que depuis qu'on a fait ces manips, en fait, les gens ont amélioré les techniques numériques qu'ils utilisent. Donc, en fait, ces manips, elles servent au moins à ça. Elles poussent les théoriciens et les numériciens dans leur dernier tranchement pour développer deux méthodes numériques meilleures qui, après, bien sûr, vous allez, on espère, pouvoir appliquer à des problèmes qui sont un peu plus intéressants que juste le pavage de boules sur un réseau à 2D. Alors, il ne faut pas non plus croire que ça permet de faire que ça. Les gens ont déjà observé des nouvelles phases de la matière. Donc, par exemple, on a réussi à observer pour la première fois, en utilisant non pas un réseau carré, mais un réseau triangulaire, une phase d'aimantation 2/3 dans ce système-là que les gens n'avaient jamais vu. Les gens ont commencé à aussi observer pour la première fois des liquides de spin avec ce genre de système, ce qui sont des sortes de Graal théoriques, mais que les gens n'avaient jamais vus à 2 dimensions et dont on ne savait même pas s'ils existaient ou pas, et on ne comprend pas toujours exactement la raison et la stabilité de ces phases. Donc ça, c'est un exemple de système que vous pouvez regarder avec ce genre de plateforme. Alors, j'ai encore 5 minutes, combien de temps tu me donnes ? Je vais essayer juste d'illustrer rapidement un deuxième exemple qui est le cas de l'interaction dipôle-dipôle résonante, qui est celui qui implémente, qui met en œuvre l'hamiltonien des choses. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que au lieu de regarder un seul état de Rydberg, et puis l'état fondamental, je vais regarder 2 états de Rydberg. Donc ici, on va complètement ignorer la plomberie de tous les états du bas. Là, on va juste regarder nos 2 états. Et puis ces 2 états, on va se poser la question de qu'est-ce qui peut se passer du point de vue de l'interaction. Et ce qui peut se passer du point de vue de l'interaction, c'est la chose suivante. Vous pouvez avoir un premier état que vous allez appeler spin down, un deuxième que vous appelez spin up, et placer le premier atome dans l'état up et le deuxième dans l'état down, exactement de cette manière-là. Eh bien, il se trouve que ce que fait l'interaction électrostatique pour ce niveau, pour ces 2 états, c'est qu'elle permet au premier atome de se désexciter en émettant un photon qui est récupéré par le deuxième atome. Donc le premier se désexcite, émet un photon qui est récupéré par le deuxième atome. Et ça, le photon est virtuel et ainsi de suite. À la fin, ça réalise exactement cet hamiltonien d'échange de spin où vous avez dit que ça c'est spin down et ça c'est spin up. D'accord ? Alors, est-ce qu'on peut le mesurer ce truc-là ? Ben oui, prenons 2 atomes. Excitons-les tous les 2 dans l'état de Rydberg. Dans le même état de Rydberg S, puis il y en a un que je vais aller mettre dans l'état P. J'arrive à faire ça avec des micro-ondes, pas très important. Et donc maintenant, j'ai la situation où un des atomes est dans l'état up, l'autre est dans l'état down, et puis après un certain temps d'évolution, je vais mesurer l'état de chacun des atomes. Et j'obtiens ce genre de courbe en fonction du temps. J'obtiens que si le premier atome était dans l'état, mettons, up, et le deuxième dans l'état down, après une demi-période, je trouve le premier dans l'état du bas et le deuxième dans l'état du haut. Donc, je vois vraiment l'interaction d'échange entre ces 2 atomes, les 2 atomes étant séparés de 30 micromètres. Ils sont à 30 micromètres. 30 micromètres, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. À cette distance-là, qui est macroscopique quasiment, on est capable de faire interagir des atomes et de les voir s'échanger leur état avec pendant une durée d'à peu près 1 microseconde. Donc, ça réalise ce truc-là, exactement, l'interaction d'échange. Alors, si on regarde un peu plus en détail, c'est une interaction dipolaire. Je vous ai dit, vous vous souvenez peut-être au cours d'électromag, où l'interaction dipolaire, en fait, c'est une interaction anisotrope. Si vous avez 2 dipôles comme ça, ils s'attirent. S'ils sont comme ça, ils se repoussent. Donc, on a pu mesurer, en fait, la période, si vous voulez, de ces oscillations en fonction de l'angle relatif par rapport à un axe de ces 2 dipôles. Et on obtient en coordonnées polaires la courbe qu'on connaît dans les bouquins d'électromagnétisme à 1 - 3 cos carré θ. Pourquoi je vous montre ça ? Je vous montre ça parce qu'il y a un angle magique où vous avez
exactement pas d'interaction. Si vous êtes à en gros 55 degrés, deux dipôles n'interagissent pas. Alors, ça a l'air totalement une curiosité. Je vais vous montrer qu'on peut utiliser ça à bon escient. Alors maintenant, je vais changer de vocabulaire. Vous avez ces deux atomes qui interagissent, l'un est dans l'état up, l'autre dans l'état down, et inversement. Mais je peux voir ça maintenant comme de la physique à une particule. Qu'est-ce que c'est la particule? C'est l'excitation de spin. C'est-à-dire le spin up, je vais dire que c'est une particule qui peut sauter de site à site. Donc ça, c'est exactement cette interaction entre deux atomes réalise de la physique à une particule qui saute d'un site à l'autre. Le spin up passe up sur le deuxième site et ainsi de suite. Et donc ça, c'est exactement ce que vous voulez pour pouvoir simuler un certain nombre de propriétés de conduction. Alors, je vais vous montrer un exemple qui a été assez célèbre, enfin, de ceux qui connaissent évidemment, qui est le modèle de Su, Schrieffer et Higger. Alors, c'est un modèle important, donc, qui est la reconnaissance des propriétés de conduction électrique du polyacétylène. Alors, vous allez me dire, et alors ils ont quand même gagné le prix Nobel de physique, hein, Higger pour ça, pas avec Shu ni Schrieffer, mais enfin bon, il se trouve que ça a été le début. Et ça, c'est maintenant utilisé dans l'état d'application. Toute l'électronique organique, en fait, est basée sur la compréhension des propriétés de conduction électrique à travers ces polymères. Donc, en principe, on a envie de dire un polymère, c'est un bout de plastique, ça ne doit pas conduire l'électricité, mais on sait très bien qu'en fait, ça conduit et en plus, on peut l'utiliser. Alors, les gens ont repris ce modèle depuis et ils ont trouvé, et là, c'est vraiment de la physique théorique, en fait, c'est des matériaux topologiques. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, ça n'a aucune importance. On dit juste, un théoricien vient vous voir en disant, moi, je veux réaliser le modèle de Schrieffer-Higger et je veux regarder les propriétés topologiques de ce truc-là. Alors, vous ne savez même pas ce que c'est, les propriétés topologiques, mais par contre, le théoricien vous dit, moi, je veux réaliser ça. Et je veux réaliser la possibilité de décrire un électron qui passe d'une alternance de liaison forte et de liaison faible. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par réduire le problème à sa plus simple expression, comme l'ont fait Su, Schrieffer et Higger, en disant, bon, moi, je vais considérer qu'il y a deux sous-réseaux là, et puis il faut que j'ai un couplage fort, un couplage faible, un couplage fort. Et le théoricien insiste en disant, ouais, mais pour que je fasse vraiment que je vois la propriété topologique, il faut que j'impose qu'il n'y a absolument aucun couplage entre des sites à l'intérieur de ce sous-réseau. Donc, vous ne posez pas la question de pourquoi je vous dis ça, c'est le théoricien vient vous voir et dit, moi, je veux réaliser ça parce que si je fais ça, je vais pouvoir comprendre la topologie de mon système. Alors, vous grattez la tête et puis vous dites, mais en fait, j'ai la solution. Je peux faire ça avec mes deux chaînes d'atomes en les plaçant précisément à l'angle magique. Parce qu'à 55 degrés, je vais complètement tuer l'interaction entre deux spins à l'intérieur d'une sous-chaîne. Et par contre, je vais pouvoir, en variant la distance, avoir une alternance de liaison forte et de liaison faible. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que quelqu'un arrive avec une idée dont vous ne connaissez même pas l'existence, mais en discutant avec lui, vous allez dire, ah, avec la manip, on doit pouvoir arriver à réaliser cette condition. Et il se trouve que la raison pour laquelle ça c'est intéressant, c'est que des interactions, des excitations de spin, c'est comme des particules qui interagissent. Pourquoi? Parce que si vous avez un système à deux niveaux, tous les deux spin up, en fait, ça bloque le passage de la particule d'un site vers l'autre. Donc, c'est comme si vous aviez une énergie de site infinie. Ça coûte une énergie infinie de placer les deux spin up sur le même site. Et ça, c'est l'ingrédient suffisant pour pouvoir réaliser précisément une phase topologique. Alors, il se trouve, et ça, on ne l'avait pas pensé quand on a démarré, que quand on a fait cette manip, ça a permis, dans un sens, une découverte, ça a permis de réaliser la première phase symétrique topologiquement protégée. Donc, tout ça, on s'en fiche, mais c'est juste pour vous dire que ces systèmes, grâce au contrôle qu'on a dessus, permettent déjà de vous forcer à réfléchir différemment à la topologie et puis, dans un certain sens, de faire des découvertes qui étaient initialement non prévues. Voilà. Alors, je conclus là en essayant de vous montrer que ces systèmes, ça réalise, comme je vous l'ai dit, des systèmes à N-core modèle. Vous pouvez regarder des problèmes purement académiques, voire des problèmes un peu plus appliqués, conductivité de polymères ou propriétés magnétiques des systèmes. Mais il y a toute une autre classe de systèmes que ça peut faire. Ces machines, en fait, ces simulateurs quantiques, ce que ça fait, c'est que ce sont des machines qui fabriquent des états quantiques plus ou moins à la demande. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces états quantiques? Un problème complètement appliqué, c'est celui des problèmes d'optimisation. Supposez que vous ayez une flotte de voitures électriques.
On sait bien que le futur est électrique, comme on le dit en permanence. Donc, vous êtes une collectivité territoriale, vous avez un certain nombre de voitures de police, des ambulances, des voitures de pompiers, et elles sont toutes électriques. Et vous ne voulez évidemment pas que les voitures électriques, les voitures de pompiers soient toutes immobilisées en même temps parce qu'elles sont toutes rechargées. Donc, vous avez tout un problème de combinatoire. Vous disposez de 3 prises et il y a 20 voitures, et vous voulez faire en sorte d'optimiser le chargement de ce truc-là. Donc ça, c'est pareil que d'essayer à une table de mariage d'asseoir la tante qui ne peut pas supporter l'ongle, qui machin. Donc vous avez un problème d'optimisation autour de la table avec une solution qui est extraordinairement compliquée à trouver dès lors que vous imposez quelques contraintes et que vous avez, donc typiquement 3-4, et que vous avez une vingtaine de partenaires. Il se trouve que qu'est-ce que font les gens pour pouvoir décrire ces problèmes d'optimisation? Ils écrivent des fonctions de coût. Ces fonctions de coût, c'est quoi? C'est par exemple les Hamiltoniens qui vont avoir cette tête-là. GIJ, NINJ, ça veut dire je coupe la voiture I avec la prise J. Par contre, il faut que je n'ai pas toutes les voitures de pompiers en même temps chargées. Donc, vous allez rajouter un coût énergétique associé aux voitures de pompiers, ou en tout cas à certaines. Et donc, après, il faut que vous minimisiez cette fonction. Mais sauf que cet Hamiltonien que je vous montre là, c'est exactement l'Hamiltonien d'un ensemble d'atomes de Rydberg en interaction piloté par laser. Donc, quand vous trouvez l'état fondamental de votre système de Rydberg en interaction, vous avez directement résolu le problème d'optimisation que vous cherchez à avoir. Alors, le directement, il est un tout petit peu caché quand même parce que le problème, c'est qu'en fait, les couplages GIJ peuvent être des couplages non physiques. Vous, dans votre machine, vous avez de votre distance, un atome interagit avec ses proches voisins, il n'interagit pas avec un atome extrêmement éloigné. Or, dans ce modèle, vous pouvez avoir besoin de ça. Donc, il y a un certain nombre de détails que les gens regardent très, très sérieusement. Et puis, en plus, pour pouvoir faire mieux que ce qu'on sait faire aujourd'hui avec des algorithmes classiques, il faut quelques milliers d'atomes, et je vous ai montré actuellement plusieurs centaines. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quelques milliers, ce n'est pas quelques milliards. Donc, quelques milliers, on pense pouvoir y arriver dans un avenir raisonnable. Deuxième type d'application, c'est le problème de ce qu'on appelle la métrologie quantique. Donc la métrologie quantique, vous vous souvenez peut-être que la seconde est définie à partir d'une transition hyper fine du césium. Et si vous vous posez la question, les horloges atomiques à base de césium, quelle est leur performance ultime, leur précision ultime? C'est donné par l'inverse de la racine du nombre d'atomes de césium que vous avez, si vous supposez qu'ils sont tous indépendants les uns des autres. Or, il se trouve que si maintenant vous disposez d'une machine quantique, par exemple celle qui fait du flip-flop, l'interaction 1 sur R cube, up-down, down-up, vous êtes capable de générer des états qui présentent des corrélations entre les spins, c'est-à-dire entre les systèmes à 2 niveaux. Et si vous faites ça, vous êtes capable, en utilisant ces états, de passer d'une précision qui varie en 1 sur racine de n à une précision qui pourrait atteindre 1 sur n. Et donc, si vous êtes à 1 sur n, vous avez gagné, si vous avez quelques millions d'atomes, et ça, par contre, les gens savent le faire, vous avez gagné 1000 sur la précision de vos horloges. Et puis, bien entendu, si un jour on sait contrôler tous ces systèmes suffisamment, on peut espérer construire un ordinateur quantique, c'est-à-dire une machine qui est capable de modifier la classe de complexité d'un problème. Si vous avez un problème comme la factorisation des grands nombres, c'est toujours ce qui est pris, qui varie exponentiellement avec la taille du nombre de digits que vous avez dans votre nombre, eh bien, si vous passez à de l'algorithme quantique, en principe, vous êtes capable de réduire cette complexité exponentielle en une complexité polynomiale. Alors, il y a des tas de marqueurs, signes attention sur exactement ce que ça veut dire, mais enfin, en tout cas, on espère qu'un jour, on pourra arriver à ça, et essentiellement, ce sont les mêmes machines. Cette machine d'atomes de Rydberg, poussée dans ces derniers tranchements, peut devenir un ordinateur quantique. Il y a une sorte de continuum, si vous voulez, entre le simulateur quantique et l'ordinateur quantique. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'en fait, parce qu'il y a des idées d'application, en fait, on a démarré, mais on n'est pas les seuls, cette start-up qui s'appelle Spascal, qui est plus trop une start-up maintenant parce qu'ils sont quand même déjà 170 là-dedans, donc ça commence à prendre vraiment de la taille, où l'idée, c'est de prendre une manip de laboratoire, donc avec des fils partout, un truc qui représente à peu près, je ne sais pas moi, la taille de la moitié de l'estrade, avec beaucoup de lasers, beaucoup d'optiques, etc. Et puis d'en faire quelque chose de vraiment fiable, pas juste construit par nous, qui sommes un peu des artisans et des bricoleurs. Donc ça, c'est la première chose, essayer de pousser ces technologies quantiques et tout ce qui tourne autour, le contrôle des lasers, le contrôle de l'électronique, du vide, et ainsi de suite, bien mieux que ce qu'on peut faire. Et puis surtout, le point essentiel, c'est de commencer à regarder si ces machines peuvent
regarder des problèmes d'intérêt pratique. Alors, je vous ai cité le problème de l'optimisation là, sur la flotte de voitures électriques. C'est un vrai problème que Pascal a regardé. Alors, pour l'instant, je vous ai dit, on n'en est pas encore à faire mieux que ce que savent faire les gens d'EDF, par exemple, mais ça commence à devenir intéressant. Et donc, il y a un certain nombre d'applications que les gens sont en train de regarder. Par exemple, essayer, si on vous donne une molécule au hasard, est-ce que vous êtes capable de décider si elle va être toxique ou pas en fonction de sa taille? Donc, il y a tout un champ de recherche qui s'appelle le machine learning, quantum machine learning. Bien, donc c'est le tout début de l'aventure. Il est clair qu'on ne sait pas si elle va déboucher, ni jusqu'où elle va pouvoir aller, mais enfin au moins on essaye sérieusement avec des moyens humains et financiers de faire ça. Et donc, encore une fois, ça c'est une des startups, donc elle est en France, mais il y en a un certain nombre qui ont émergé, en particulier 3 aux États-Unis et une en Allemagne. Bien, mais si on prend encore plus de recul, et c'est mon dernier transparent, c'est qu'est-ce qu'on essaye vraiment de faire? En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de pousser la mécanique quantique dans ses derniers tranchements. Et la vraie question qu'on pose avec tout ça, c'est quelle est la taille maximale d'un système intriqué? Alors, il est clair que si on nous regarde, vous n'êtes pas ici et en même temps dans votre bureau, moi non plus. Donc, on n'est pas très quantique, enfin en tout cas à grande échelle. Je vous ai montré qu'une petite centaine d'atomes, quelques milliers d'atomes, ça peut être quantique, mais est-ce qu'il existe une frontière entre les deux? On ne sait pas. Il n'y a rien dans la théorie qui nous l'interdit, mais bon, il faut faire des manips. Et donc l'approche, une des approches, probablement la plus stupide, il faut être clair, c'est d'essayer de faire croître la taille du système en gardant le contrôle. Et ben, c'est ce qu'on essaye de faire en gardant, en essayant de construire ces petits systèmes et de les contrôler le mieux possible. Et donc, avec ça, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Question peut-être un peu formelle. Tout ça, tu traites l'équation de Schrödinger. Est-ce que tu peux faire l'équation de Dirac? Oui. Oui, on peut, sans problème. Je vous ai montré l'équation de Schrödinger, mais on a aussi des situations. On peut faire 2D, 3D. Oui. Enfin, quand je dis on, ce n'est pas nécessairement notre plateforme à nous, mais des plateformes différentes développées, on peut faire ça. C'est jouable avec cette technique. En fait, l'équation de Schrödinger, elle est même réalisée. L'équation de Dirac, elle est réalisée exactement, pas avec ces systèmes-là, mais par exemple dans le graphène. Le graphène, il y a ce qu'on appelle des points de Dirac, des cônes de Dirac, et ça réalise exactement ça. Et là, avec des lasers, en s'y prenant bien, par exemple, les ions piégés avaient fait une petite simulation tout à fait élémentaire d'équation de Dirac avec juste 2 ions. Enfin bon, c'est. C'est une grande généralité, tout ça. Ouais. D'autres questions? Merci pour le talk très intéressant. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on peut simuler la supraconductivité avec des atomes neutres, puisqu'il manque du coup l'interaction coulombienne? Oui. Alors, on peut. Alors, c'est une variante de la manip que je vous ai montrée ici. Imaginez maintenant que ça, là, c'est la même chose, mais chacun des atomes est séparé est placé dans ce qu'on appelle un réseau optique. Alors, c'est quoi un réseau optique? Prenez 2 faisceaux laser, vous les faites interférer, donc vous avez une onde stationnaire et vous pouvez placer au minimum ou au maximum, c'est pas l'importance, un atome et un seul. Et là, pour le coup, les atomes sont assez proches. Donc, ils peuvent passer par effet tunnel d'un site à l'autre. Donc, vous avez déjà le terme de Hubbard, qu'on pense être une composante du modèle de Fermi-Hubbard décrivant la supraconductivité. Et donc, ils peuvent passer d'un site à l'autre. Donc, c'est le C croix I, C, J, si vous voulez. Et maintenant, il se trouve que si vous placez les 2 atomes dans le même site, ils vont se mettre à interagir. Donc, vous avez le deuxième partie de l'ingrédient. Et vous pouvez faire ça avec un atome fermionique, auquel cas vous réalisez directement le modèle de Fermi-Hubbard, dont on pense que c'est le modèle de base qui explique la supraconductivité. Donc, les gens ont commencé à explorer le diagramme des phases, mais dans la partie la plus élémentaire, celle où il ressemble à l'hamiltonien d'Heisenberg. Donc, il se trouve qu'on peut passer de l'un à l'autre. Donc, essentiellement, ce que je vous ai montré là. Le diagramme vraiment intéressant, c'est celui à très basse température. Et pour l'instant, les gens ont du mal à l'atteindre parce que c'est difficile de refroidir suffisamment bas. Mais des progrès ont été réalisés. Donc, oui, on peut le réaliser. Et on commence vraiment à entrer dans la gamme des paramètres intéressants. Oui, si on augmente le nombre d'atomes, est-ce que les limites, ce n'est pas des questions liées à l'entropie, d'une part? Alors, la limite, alors peut-être, disons, la limite, on va dire, qui est toujours invoquée, c'est ce qui s'appelle la décohérence. C'est-à-dire qu'un système quantique est
même un seul atome, est couplé au milieu extérieur, même de manière extrêmement faible. Le problème, c'est quand vous faites grossir la taille, donc ça veut dire quoi la cohérence? Ça veut dire qu'essentiellement, vous gardez une superposition quantique, up plus down, pendant un temps, essentiellement 1 sur gamma. Gamma étant le taux de décohérence, c'est-à-dire le couplage dans l'environnement. Si maintenant vous prenez n atomes, eh ben, ce temps, malheureusement, c'est 1 sur n gamma. Donc, vous voyez qu'à 10 puissance 23, essentiellement, même si votre couplage est microscopique, ben, le truc risque de s'écrouler. Donc, il y a des stratégies pour essayer de contourner ça. Hein. Le problème de la décohérence est un vrai problème, il existe, et c'est ce qui fait que c'est si difficile d'augmenter la taille des systèmes quantiques. Mais ce qu'on ne sait pas, si vous voulez, s'il va y avoir un moment, est-ce qu'il y a une transition de phase qui fait que c'est impossible, même en diminuant le couplage à l'environnement, de continuer à augmenter la taille de l'ensemble du système intriqué. Donc les gens essayent en prenant des systèmes de plus en plus gros. Est-ce que le principe de superposition est toujours vrai? On l'a vérifié sur des petits systèmes. Est-ce qu'il est vrai sur des gros systèmes? On ne sait pas. Il y avait aussi des questions, par exemple, quand on utilise la DFT, on a toujours des problèmes de termes qui ne sont pas très analytiques. Oui. Alors, donc bon, alors, je ne suis pas un spécialiste de l'AFT, mais précisément, sur le modèle de Fermi-Hubbard, on peut aller au-delà de la DFT avec ces systèmes-là. Sur des cas élémentaires, donc pour l'instant qui sont un peu des cas académiques, la DFT sur un vrai alliage ou je ne sais pas, un acier austénitique ou ce que vous voulez, ça reste difficile parce qu'il faudrait faire du modèle de Fermi-Hubbard multi-orbital. Pour l'instant, on ne sait pas bien le faire. Enfin, au fur et à mesure qu'on apprend à contrôler ces systèmes, on rajoute les ingrédients dedans. Donc là, je vous ai un peu présenté ce qu'on sait faire aujourd'hui. Probablement dans 3 ans, on saura en faire beaucoup plus. Mais quand je dis nous, c'est notre plateforme et toutes les plateformes qui sont en train de travailler sur ce système-là. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Mais le cadre général, c'est qu'on essaie de pousser le nombre d'atomes et le contrôle qu'on a dessus. Merci pour l'exposé fascinant. Mais une question de plombier. Comment vous faites pour passer du film avec cette situation aléatoire ou tout, à cette situation très déterministe où tout est fixé? Alors, sur la matrice qui est représentée ici, qui est une grosse matrice, donc là, ça doit être 14 par 14, je crois, on s'y prend de la manière suivante. Vous avez le fil, les trucs sont en train de s'allumer. À un moment donné, vous éteignez les lasers de refroidissement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre nuage d'atomes froids qui est autour et qui sert de réservoir se disperse. Donc, maintenant, vous avez en principe plus que les atomes piégés. Vous envoyez un petit coup de laser très court qui fait un flash, vous collectez la fluorescence provenant des atomes, donc il va vous signer où sont les atomes dans le réseau. Ensuite, vous allez rajouter un autre faisceau laser, et ce faisceau laser, il peut bouger. Et donc, c'est celui-là que vous commencez par focaliser, disons, sur l'atome 49, et que vous allez bouger sur le site 49, et que vous bougez au site 53 qui était vide. Et donc, de cette manière-là, donc vous prenez votre atome en augmentant l'intensité laser, vous le bougez, donc ça, on sait le faire avec des modulateurs optiques, hein, pareil que les têtes de lecteurs de CD, si vous voulez. Et puis, vous venez gentiment redéposer dans le piège qui était vide votre atome, que vous avez donc trimballé sur une dizaine ou une vingtaine de micromètres. Et vous faites ça un très grand nombre de fois en ayant regardé où étaient les sites vides, où étaient vos sites pleins, qui sont vos sites réservoirs, et puis après un certain nombre de transports de cette manière-là, typiquement le nombre d'atomes que vous voulez à la fin, bah vous obtenez ce genre de structure. Et vous prenez une image finale et vous vérifiez que ça a bien marché. Alors, de temps en temps, il y a des trous. Vous prenez votre image finale, et ben, vous vouliez 100 atomes, il y en a 98, c'est-à-dire qu'il y en a 2 pour lesquels l'opération de triage là, a raté. Alors, déplacer un atome, ça prend à peu près entre 100 microsecondes et 1 milliseconde. Donc, si vous voulez assembler ce truc-là, là, il y a à peu près une centaine d'atomes, ça prend à peu près 100 millisecondes. Alors, merci pour l'exposé. Il y avait un petit point porté par Alain Aspect la semaine dernière sur les consommations énergétiques et que oui. de grands espoirs pour que voilà. Alors comment ça se compare? Parce que la plomberie, quand même, j'imagine que les systèmes cryo, il faut les maintenir. Oui, alors donc comment ça se compare avec un supercomputer? Donc la consommation électrique d'une de ces machines, pour la moindre mesure qu'on veut faire, c'est à peu près 10 kW. Donc, alors, les gens exagèrent toujours en disant c'est comme un sèche-cheveux, gna gna gna. Bon, c'est quand même beaucoup de sèche-cheveux, mais enfin, bon, c'est entre, disons, une petite dizaine de kilowatts pour arriver à faire ça. J'ai posé la question plusieurs fois aux théoriciens, j'aimerais bien savoir quelle est la consommation électrique. Quand je vous ai dit, là, il fallait 14 jours pour simuler un truc, c'est beaucoup plus, ça c'est sûr.
Combien, je ne sais pas. Il faut voir que sur les serveurs de calcul, bon, le problème évidemment, c'est que si on veut résoudre sérieusement le problème énergétique, ce n'est pas le calcul scientifique qui est le problème. Le problème, c'est le streaming sur Internet, et là, ça ne va pas passer par l'ordinateur quantique, ça passera par arrêter de regarder des vidéos en haute définition et ainsi de suite. Mais en tout cas, oui, il y a un avantage potentiel. Donc, si vous voulez, et c'est un point qui est important, parce que au jour d'aujourd'hui, personne ne peut vous dire si vous allez réussir à contrôler les systèmes suffisamment bien pour rentrer dans ce que les gens appellent l'avantage quantique. C'est-à-dire, vous pouvez faire ce que les machines classiques ne savent pas faire du tout. Mais si au moins on arrive à faire pareil, à peu près aussi bien, on aura quand même gagné en termes de consommation énergétique. Donc ça, c'est un des espoirs. Et quel est le défi principal pour arriver à faire un ordinateur quantique? Pardon, les défis principaux? Je sais pas comment. The principal challenges. Like, what are the main challenges? Okay. Bon, the main challenges, bon, il y a beaucoup de challenges. Bon, évidemment, je vous ai montré des trucs qui marchent plus ou moins. Évidemment, il y a des erreurs. Et donc, la grosse difficulté quand vous faites fonctionner ces simulateurs, c'est la machine va toujours vous donner un résultat, de la même manière qu'un ordinateur vous donne toujours un résultat. Si vous êtes planté dans le code ou qu'il y a dans une valeur numérique, vous aurez un résultat qui ne veut rien dire. Nous, la machine, elle fait pareil, elle génère des erreurs. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'à la fin, j'ai un ensemble aléatoire de résultats ou pas? Et ça, c'est la vraie question difficile. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de regarder sur des tout petits systèmes, vérifier qu'on a le bon contrôle. Donc, par exemple, je vais faire la manip sur 4x4 parce que 4x4, ça, je peux le simuler exactement avec un ordinateur classique et je compare. Donc, je vais trouver que ce n'est pas exactement pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs. Donc, je rajoute les erreurs que j'ai calibrées sur la machine et de cette manière-là, j'essaye d'arriver à une bonne compréhension de la machine. Et puis, j'espère que les erreurs ne vont pas croître exponentiellement avec le nombre de particules que j'ai en jeu. Mais ça, c'est un peu un pari. Donc, bon. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez construire deux machines sur deux technologies différentes et réaliser le même modèle. Donc, ça, on sait le faire. Vous pouvez, par exemple, prendre nos atomes de Rydberg et prendre des ions piégés. Ça réalise à peu près le même Hamiltonien. À peu près, justement, prendre avec des pincettes. Donc, après, vous posez la même question et vous vérifiez si ça vous donne le même résultat. Vous pouvez commencer à regarder des questions plus macroscopiques, du genre, est-ce que la supraconductivité existe ou pas? Vous ne voulez pas le détail, est-ce que c'est telle conductivité par opposition à telle autre, mais déjà une réponse binaire. Vous voyez, il y a toute une manière de contourner le problème pour essayer de vérifier que ces machines vous donnent un vrai résultat. Ce qu'il faut voir, c'est que de ce point de vue-là, le simulateur est très différent de l'ordinateur. L'ordinateur quantique, qui est une version ultime de ça, en principe, lui, c'est très facile de vérifier la solution. Prenez un nombre que vous voulez factoriser. La machine vous sort les facteurs. Vous pouvez très facilement vérifier que c'est les bons. Si ce n'est pas les bons, vous recommencez. Ici, ça vous donne un résultat qui est, je ne sais pas quoi, moi, la valeur de l'exposant critique d'une transition de phase. Comment vous savez que c'est le bon? La machine aura sorti un chiffre, ça, il n'y a pas de doute, mais ce n'est pas forcément le bon. Donc, vous êtes obligé de vérifier avec d'autres types de machines que c'est cohérent. Mais c'est un vrai problème de recherche totalement ouvert, que les gens regardent comment est-ce qu'on valide ces machines. Encore une question ici. Oui, désolé. Donc, juste pour deux toutes petites questions, juste pour rebondir sur la question précédente sur le temps qu'il faut pour déplacer les atomes, ouais. Par rapport à la durée de vie des atomes. Alors, donc, il y a deux durées de vie importantes. Un atome dans la pince optique, il a une durée de vie de plusieurs dizaines de secondes. Donc ça, c'est quand il est dans son état fondamental. C'est quand je le place dans l'état de Rydberg qu'il n'y a plus que 100 microsecondes. Mais là, je ne l'ai pas encore excité dans l'état de Rydberg. Quand je le déplace, il est dans son état fondamental. Donc essentiellement, j'ai un temps infini. Sur une de nos manips, on a même gardé les atomes pendant plusieurs heures. Donc, on peut même leur donner un nom à ce stade-là, parce qu'on les observe pendant assez de temps. Donc la limitation due à la durée de vie finie des atomes, ce n'est pas un problème pour déplacer le mouvement. Et juste la technique de refroidissement que vous utilisez, c'est un piège magnéto-optique standard. Oui, c'est ça, c'est un piège magnéto-optique. Oui, c'est des techniques de refroidissement laser pour le coup qu'on ne pousse pas dans les derniers tranchements. C'est vraiment la version 0 de ce truc, mais il se trouve que c'est suffisant. Le truc qui rend les manips, qui a été la réalisation quand les gens ont fait ça, c'est qu'en fait c'est binaire. C'est-à-dire d'un seul coup, vous n'avez plus un signal analogique qui a un nombre moyen d'atomes, vous avez soit 0, soit 1. Donc, toutes vos données redeviennent digitales, donc vous êtes capable d'avoir les mêmes genres si vous voulez, d'amélioration entre l'électronique analogique et l'électronique numérique. Donc là, il y a Louis. Oui, merci. Moi, je suis un peu perdu, puisque à la réponse à Michel Gaillard, tu as dit qu'en une seconde, tu mettais ton
Ouais, 100 millisecondes. Ouais, moins de 100 millisecondes. Puis après, tu as parlé de 4 heures. Ah oui, alors. Non, mais 4 heures. Tu peux m'expliquer ce qui se passe entre la milliseconde si je prends un atome dans sa pince optique, il vient d'être piégé et il est tout seul. Je le garde dans la pince optique pendant, sur cette machine-là, à peu près 20 secondes. Sur une machine qu'on a poussée, on peut le garder quelques heures. Et là, ça veut dire qu'il est dans la pince optique et il ne se passe rien. La seule manière qu'il a d'en sortir, c'est qu'il faut qu'il y ait une collision par le gaz résiduel, tout ça a lieu sous vide, qui vienne l'expulser. Mais le gaz est suffisant, la pression est suffisamment basse pour qu'il n'y ait pas de telle collision. Et donc maintenant, les manipulations qui consistent à bouger l'atome, ça c'est moi qui décide combien de temps elles vont prendre. Donc j'ai mon faisceau laser et puis je décide activement d'envoyer une tension sur un modulateur qui va bouger le positionnement de la pince. Et ensuite, il y a, donc ça c'est l'échelle de temps la plus longue, c'est un atome dans sa pince optique, il y reste plusieurs dizaines de secondes. Les manipulations où je bouge les atomes, c'est quelques millisecondes. Et maintenant, les temps qu'il faut pour faire la simulation, c'est-à-dire placer l'atome dans l'état de Rydberg et revenir, je vous ai montré quelques échelles de temps, c'est sub-microsecondes. Donc il y a essentiellement 3 échelles de temps séparées. Combien de temps je peux garder les atomes dans l'absolu dans ma pince, dans leur état fondamental? Le temps qu'il faut pour bouger, c'est-à-dire assembler cette structure. Cette structure, elle va durer, si j'ai 20 secondes de durée de vie et que j'ai 100 atomes, la structure, elle dure à peu près 200 millisecondes, parce qu'après, à ce moment-là, je vais perdre un atome. Et puis ensuite, il y a le temps qu'il faut pour regarder l'effet des interactions, et là, c'est sub-microsecondes. Mais 4 heures, pourquoi 4 heures? J'ai dit 4 heures comparé Ah, pardon. Oui. Ok. 4 heures, c'était le temps qu'il fallait pour acquérir une courbe où je mesure l'aimantation que je développe dans mon système en fonction en fonction du temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une dizaine de milliers de tes petites manips. Exactement. C'est parce que le problème, c'est qu'on a une manip où je fais des expériences avec des atomes individuels. Si je fais la mesure une seule fois, j'ai aucune information. La physique quantique ne me permet pas de reproduire l'état. Il faut que je la répète un très grand nombre de fois. Chaque point de mesure est répété typiquement quelques centaines de fois. Pour répéter un point de mesure, donc un point de mesure, c'est typiquement moins d'une seconde, donc il faut 100 secondes par point. Et maintenant, quand j'échantillonne ça sur, je ne sais pas moi, 20 points, j'ai à peu près 1 heure, quoi. Bon, il faut que c'était un peu plus pour cette manip-là, mais peu importe. Oui, donc ça, c'est un point essentiel que je n'ai pas trop détaillé, mais ça fait partie de la plomberie. La moindre courbe expérimentale qu'on trace, ce sont évidemment un très grand nombre de répétitions de la manip pour acquérir la statistique et donc être capable d'extraire une probabilité. Parce qu'à la fin de la physique quantique, où on fait une seule mesure sur un objet individuel, elle renseigne sur rien à part. On est obligé de le répéter pour construire une probabilité. Justement, j'avais aussi une petite question par rapport au modèle d'Ising qui représente le système antiferromagnétique. Il me semble que vous avez dit que par rapport aux matériaux antiferromagnétiques, dans le matériau antiferromagnétique, il y a des impuretés, des défauts, alors que dans le modèle, il n'y a pas… En principe, il n'y en a pas, oui. Oui, mais comment c'est possible d'avoir un système physique sans défaut? Alors, bon, d'abord, il faut voir que sur un… Alors, il y a plusieurs points et j'ai probablement dit trop de choses dans la même phrase, ce qui fait qu'à la fin, ça fait toujours paraître faux. Mais première chose, c'est que c'est à 2 dimensions. Ce qui est difficile, c'est de faire des modèles d'Ising à 2D avec des vrais matériaux, parce qu'il y a toujours la possibilité de couplage entre plusieurs plans. Donc, sur certaines structures, on arrive à plus ou moins minimiser ça, mais c'est jamais une réalisation exacte du modèle 2D. Les défauts… là, tout dépend. Je veux dire, c'est vrai qu'un point qui était souvent avancé sur l'histoire de simulation, c'est qu'en fait, s'il y a 1% de défaut, c'est pas très grave. Mais on sait très bien, en regardant les semi-conducteurs dopés, que 10-6 de défaut, ça peut complètement modifier les propriétés d'un système. Donc ça, c'est un vrai défi pour ce genre de système. Parce que, il faut dire qu'il faut manipuler au moins 1 million de particules et vérifier qu'il y a moins qu'un défaut. On ne sait pas encore complètement le faire. Voilà. Donc… Non, disons, pour l'instant, ce n'est pas universel, ces machines-là. Hein. Ça regarde certains types de problèmes. Et encore une fois, c'est le début. Donc, il y a des questions sur le… Oui, je peux poser ma question? Oui, bonjour. Je parle de votre dernier transparent et la question que je trouve intéressante, c'est celle du passage du quantique au classique, parce que c'est vrai que dans la théorie quantique, on a besoin d'un instrument classique pour mesurer, mais qui est un peu extérieur à la théorie, dans la mesure où le classique, c'est quand même la limite d'un truc qui est quantique. Alors, ma question, c'est est-ce qu'avec votre système, par exemple, il y aurait le moyen de regarder ce passage du quantique au classique en considérant
un spin à mesurer donc un des points dans votre matrice et considérer les autres points de la matrice comme étant l'instrument classique qui sera en interaction. Et donc l'idée, ce serait de voir si par exemple quand un ou deux des atomes sont intriqués et qu'on le met au voisinage des autres, à quelle taille du système on arrive en fait à lever l'intrication, c'est-à-dire comment se fait le passage graduel du quantique au classique? Est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Oui, oui, donc ça c'est une très bonne question. Et non seulement il y a moyen, mais en fait il y a beaucoup de groupes, y compris le nôtre, qui essaient de regarder ce problème-là. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous donner de réponse très claire, ça dépend exactement du type de manip que vous faites. Mais effectivement, l'idée d'aller identifier des sous-systèmes là-dedans et de regarder comment est-ce que leur couplage au reste des spins se passe, permet de voir à quel point est-ce qu'on préserve les corrélations. Mais si vous voulez, dans ce cadre-là, on reste sur des systèmes quantiques qui sont suffisamment petits pour être à peu près certain que la théorie de la décohérence qui s'applique dans ce cas-là est une bonne description du système. Donc, on ne sort pas du cadre quantique. On n'a pas trouvé un moment où la théorie quantique se serait totalement effondrée. Donc, je ne sais pas avec quel point vous êtes familier avec ça, mais essentiellement, on fait des traces partielles sur le sous-système. Et pour l'instant, tout marche très bien. Essentiellement, ça reproduit ce qu'on observe sur les manips. Donc, je ne suis pas en train de dire, une fois le système suffisamment gros, tout ce que je fais avec la physique quantique va plus marcher. Je sors du monde de la physique quantique et je dois appliquer la physique classique. De toute façon, pour être tout à fait franc, je ne sais même pas très bien comment poser la question, moi, parce que je n'ai pas tellement de théories alternatives. Donc, tout ce que je peux faire, c'est d'essayer, encore une fois, d'isoler un spin là-dedans et de regarder comment il se couple au monde extérieur, le monde extérieur étant réalisé par mon ensemble de 99 autres spins. Donc oui, ça, effectivement, on le regarde. Merci. Sinon, il y avait une autre question sur les gens qui sont à distance. Jean-Luc, tu peux poser ta question? Jean-Luc est parti. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Donc oui, ma question c'est le modèle leasing que vous simulez. Et comme le nombre quand même d'atomes que vous avez dans votre matrice est relativement limité, les effets de bord doivent être très importants. Oui, ouais. Donc ça, c'est une excellente question. Alors, les effets, alors évidemment, ça, c'est tout le problème d'opérer avec des tout petits systèmes. Alors, en particulier à 2D, le pire, c'est 3D, parce que 3D, avec une centaine d'atomes, vous avez essentiellement que de la surface et il n'y a quasiment pas de cœur. 2D, c'est un peu mieux. Quand on a fait le carré, là, il se trouve que les effets de bord ont un effet minimal. Ça, on a pu le vérifier en faisant varier la taille du système. En fait, je vous ai montré 10 par 10, on est monté jusqu'à 14 par 14. Donc, ça fait 200, ce qui est beaucoup plus compliqué à contrôler expérimentalement, mais qui, malheureusement, du point de vue du bord, on ne gagne pas tant que ça. Enfin bon. Il y a, par exemple, quand on a regardé le triangle, les faces sur le triangle sont beaucoup plus sensibles aux effets de bord. Donc ça, c'est un problème. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'en fait, nous, et comme beaucoup d'autres gens, essayons de faire grossir la taille des systèmes au-delà de plusieurs centaines, voire des milliers, pour essayer de s'affranchir de ces effets de bord. Donc effectivement, si vous voulez voir de la physique de cœur à 2D, on est à la limite de pouvoir le voir. On essaye aussi des phases de liquide de spin. C'est compliqué parce que précisément, vous avez les effets de bord. Donc ça, c'est une limitation qui, on espère, on pourra dépasser quand on arrivera à contrôler plus d'atomes. Ok. Il y a encore une question ou... Oui. Juste à propos des effets de bord, je me demande s'il n'y aurait pas des liens avec la topologie, c'est-à-dire. Ah si, oui, justement. Alors donc ça, donc le modèle de SSH à 1D là que je vous montrais, le bord là, c'est essentiellement les deux bouts de la chaîne. Là, on a déjà montré les effets topologiques, mais par exemple d'essayer de réaliser des isolants topologiques dans ces systèmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye. Effectivement, une des marques, enfin des signatures de ce truc-là, c'est l'existence de courants de bord. Donc vous verriez par exemple une excitation de spin qui se propage sur le bord. Donc là, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire vous voulez le bord pour pouvoir signer la topologie. Les invariants topologiques. Oui, on peut les mesurer. Dès le départ. Oui. Alors, on ne l'a pas fait encore, mais enfin, ça fait partie c'est sur la to-do list, comme on dit. Donc. Ok, bien. Vraiment, merci beaucoup pour cet exposé.